Emmanuel Macron est sur la mise en tension systématique à l'extrême de la situation, en poussant l'Ukraine à avoir des revendications inadmissibles du point de vue de Moscou. Il sabote sciemment, volontairement, la tentative américaine. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, nouvelle émission d'actualité consacrée à la situation en Ukraine et plus précisément aux discussions pour trouver un accord de paix, discussions initiées par le président américain Donald Trump pour tenter de mettre Russes et Ukrainiens autour de la même table et de les faire signer enfin un accord de paix après plus de 3 ans et demi de guerre. Avant de démarrer cette émission d'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et beaucoup de ceux qui regardaient en ce moment cette émission n'êtes pas encore abonnés. Alors abonnez-vous parce que nous avons besoin de vous, de vos abonnements pour le référencement de cette chaîne YouTube et pour continuer à faire connaître notre travail. Vous savez que chez Omerta, il n'y a pas de commentaires abstraits depuis un studio et depuis un fauteuil. Les sujets que nous traitons, nous allons les traiter aussi et surtout sur le terrain et nous vous ramenons des reportages, des documentaires, du contenu, que ce soit sur notre magazine ou sur notre application mobile, que vous ne trouvez d'abord dans aucun média mainstream, mais aussi dans aucun média Internet, parce que nous sommes les seuls à analyser, mais aussi à aller sur le terrain. Bon visionnage et je compte sur tous vos abonnements. Macron plaide pour une armée ukrainienne forte et sans limitation. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Oui, c'est une des conditions qui peuvent faire capoter, échouer les pourparlers en ce moment entre Ukrainiens et Russes via les Américains. Il faut dire qu'on n'est pas du tout à la veille de la signature d'un accord, on est plutôt dans essayer de voir si les conditions se réunissent pour que les Russes et les Ukrainiens se parlent directement. Et effectivement, il y a des conditions qui sont pour les Russes des lignes rouges, exactement comme on pourrait considérer que si les Russes revendiquaient Kiev ou des villes à l'ouest de l'Ukraine, ce serait un casus belli pour les Ukrainiens et que ce serait inacceptable pour les Ukrainiens, eh bien, une armée de 800 000 hommes, c'est pour les Russes vraisemblablement tout à fait inadmissible. Donc, le jeu en fait d'Emmanuel Macron n'est pas, mais on le sait déjà depuis en fait des mois, ça fait des mois qu'on le dit sur Omerta, n'est pas d'essayer de pousser vers un accord de paix qui nécessiterait de part et d'autre, du côté russe comme du côté ukrainien, des positions, des revendications raisonnables qui permettraient un accord et un dialogue déjà. Emmanuel Macron est sur la mise en tension systématique à l'extrême de la situation, en poussant l'Ukraine à avoir des revendications inadmissibles du point de vue de Moscou. Il sabote sciemment, volontairement, la tentative américaine d'un début de dialogue entre les deux parties. Et ça, il le sait très bien. La tentative américaine, le plan de paix présenté par les équipes de Donald Trump, est venu, je dirais, faire souffler un vent de panique parmi certains dirigeants de l'Union européenne, dont Emmanuel Macron, dont la survie personnelle politique passe par se refaire un destin à l'échelle européenne. Et pour se refaire un destin à l'échelle européenne, il a besoin de ce narratif sur la guerre en Ukraine et il a besoin de continuer dans la position du chef de guerre européen. Et la perspective d'un accord avec les Russes vient compromettre cet avenir. Donc l'intérêt d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi le cas d'Ursula von der Leyen, qui pour continuer, je dirais, à gouverner sans critique et sans contestation à Bruxelles, les deux dirigeants ont besoin de cette guerre en Ukraine qui est devenue une bouée de sauvetage pour eux en réalité. Donc l'initiative de Donald Trump, elle a accéléré le calendrier, elle a fait planer une menace pour ces deux dirigeants et il est important pour eux non pas de placer l'Ukraine en situation de refuser l'accord. L'Ukraine ne peut pas refuser l'accord. Pourquoi elle ne peut pas refuser l'accord ? Parce qu'elle vexerait Donald Trump et elle se mettrait quelque part en position d'être coupable de ne pas avoir voulu faire la paix.
En réalité, ce que cherche la tactique politique des dirigeants européens qui soutiennent l'Ukraine, elle est de mettre la Russie en position de refuser non seulement un accord, mais déjà le dialogue avec Kiev. Et donc, je dirais, c'est comme à chaque fois, comme à chaque étape pendant lesquelles Donald Trump a essayé de faire avancer le dossier, les Européens ne veulent pas s'attirer les courroux du président américain. Ils essaient de dévier et de manipuler le président américain en mettant les Russes systématiquement en position de refuser. Et le format de l'armée ukrainienne, qui objectivement, quand on regarde les conditions de l'accord présenté par les Américains, n'ont pas besoin d'une armée de 800 000 hommes, puisqu'il y a des garanties de sécurité qui sont accordées non seulement par les pays européens, mais aussi par les États-Unis directement en Ukraine. Les Ukrainiens n'ont pas besoin d'une armée de 800 000 hommes. Très bien. Alors, Macron a annoncé qu'il allait finaliser dans les prochains jours une solution pour sécuriser des financements pour l'Ukraine. Et évidemment, il fait référence aux actifs russes qui sont gelés. Comment est-ce que tu vois cela? Quelle est ton opinion sur ce sujet? Est-ce que c'est une solution qui est viable à la fois pour les financements et également acceptable pour la Russie? Alors c'est une question qu'Emmanuel Macron pose régulièrement, que les dirigeants européens posent régulièrement. Donald Trump a pris d'ailleurs une initiative là-dessus, sans consulter les Européens, sans consulter Emmanuel Macron. C'est que dans le plan de paix, il est prévu que les actifs russes gelés aux États-Unis, c'est à peu près 200 milliards, soient utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine dans des marchés de reconstruction attribués à des sociétés américaines. Donc, et il y a vraisemblablement, puisque si c'est inscrit dans l'accord, c'est que les Russes ont donné leur aval, il y a un accord de Moscou, une sorte de cadeau fait à Donald Trump sur ces avoirs gelés, que les Russes, en l'état, ne peuvent pas récupérer. Maintenant, la question se pose effectivement en Europe. On sait que les Européens utilisent une partie de l'argent généré par ces avoirs gelés pour financer la guerre en Ukraine, mais évidemment, les Européens aimeraient mettre la main sur ces actifs purement et simplement. La question est posée d'ailleurs par les propagandistes pro-Kiev réclament, ordonnent quasiment au président français, aux dirigeants européens de se saisir de ces actifs. La question, c'est une question juridique, c'est une question légale qui aujourd'hui ne permet pas, sauf à contourner la loi, je dirais, de se saisir de ces actifs. Ceci étant, Emmanuel Macron, évidemment, pour Emmanuel Macron, la question du financement de l'Ukraine est fondamentale. Aujourd'hui, tout ce qui est mis en place par l'Union européenne, initié, poussé, aidé par la France, c'est de permettre à l'Ukraine de continuer la guerre encore des années. En réalité, le plan que souhaite Emmanuel Macron, c'est mettre la Russie en position de refuser cet accord de paix, en position coupable, et face à la prise de distance, au recul des Américains, prendre officiellement et assumer pleinement le soutien à l'Ukraine qui passe par deux choses, un soutien matériel et logistique, et surtout un soutien financier, puisque je rappelle que l'Ukraine aujourd'hui, l'économie ukrainienne ne permet plus à l'Ukraine de faire vivre sa population, de payer ses fonctionnaires, de payer ses dépenses courantes. L'Ukraine est un pays totalement sous perfusion de l'Union européenne. Et plus la guerre continuera, plus l'Ukraine sera sous perfusion de l'Union européenne et plus la facture pour le contribuable européen et le contribuable français sera salée. On va travailler chez Omerta sur l'intégralité des montants, notamment des prêts accordés à l'Ukraine et qui ne seront jamais remboursés. La question ukrainienne, sur le plan financier, c'est un puits sans fond. C'est le tonneau des Danaïdes. Plus vous mettez d'eau, plus vous mettez d'argent et plus vous en perdez. Voilà. Ceci étant, ça ne pose pas de problème à Emmanuel Macron. Il faut se rappeler qu'il lui reste 1 an et demi, quasiment un peu plus, de mandature présidentielle, qu'il va s'accrocher à son fauteuil de président de la République et que la justification, alors qu'il a tout échoué sur le plan national pour rester, pour ne pas démissionner, c'est de, entre guillemets, sauver la France du péril russe. C'est ce qui lui permet
pense-t-il à terme laisser une petite trace dans l'histoire et surtout de poursuivre ce qu'il pense être un destin politique hors norme. Voilà. Et il y a enfin une chance de réaliser de vrais progrès vers une bonne paix, a déclaré Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se prononce sur les perspectives de progrès réels et sur des chances qu'une paix soit enfin signée. Est-ce que selon toi c'est une manœuvre de diversion ou est-ce qu'il entend réellement que la paix est possible entre la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une tentative pour flatter Donald Trump, flatter l'ego de Donald Trump. En réalité, c'est pour, je dirais, officialiser que la démarche de Donald Trump permet plus que jamais un accord de paix. Mais quand on regarde le comportement, les revendications des Ukrainiens, qui ne peuvent pas, je dirais, être pensées et formulées de manière indépendante. Volodymyr Zelensky n'a pas aujourd'hui les cartes en main, pour reprendre l'expression de Donald Trump, pour décider seul, pour décider de manière souveraine de l'avenir de son pays. D'abord parce que sur le plan interne, il est pris en étau entre une partie de la population qui n'en peut plus de la guerre et qui n'en peut plus de la corruption et qui lui reproche sa gestion du pays. D'autre part, il y a tous ces éléments nationalistes qui, sur le plan électoral, sur le plan militaire, représentent des forces considérables et qui attendent le moindre faux pas du président Zelensky pour l'exécuter au moins politiquement. Et d'autre part, parce qu'il doit tout, absolument tout, à ses sponsors européens, en particulier à Ursula von der Leyen, à Keir Starmer, l'anglais, au chancelier Merz, l'allemand, et à Emmanuel Macron. Et donc, la question aujourd'hui pour signer l'accord de paix n'est pas la question de l'avenir de l'Ukraine, elle est aussi et surtout la question de l'implication de l'Europe et de la volonté de l'Europe de défaire la Russie et de maintenir la Russie, je veux dire, exclue du concert des nations occidentales. Un des points fondamentaux, c'est la levée des sanctions européennes, dont on ne parle pas encore, mais qui pour les Russes est une des conditions sine qua non pour signer un accord mais démarrer des discussions. Ça, Volodymyr Zelensky n'a pas la main là-dessus. C'est la volonté d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron et des deux autres, enfin en particulier de l'allemand. L'anglais est un peu à l'écart évidemment de cette question des sanctions européennes. Quoique, mais si les Européens refusent ou ne sont pas extrêmement clairs et ne s'engagent pas sur la levée de ces sanctions européennes, eh bien les Russes refuseront de signer l'accord. Et c'est effectivement parce que là, tout de suite, depuis quelques heures, depuis quelques jours, on est dans une séquence communicationnelle où, pris à revers, pris par surprise par le président américain, les Européens déroulent un plan de com qu'ils ont dû établir dans les heures qui ont suivi l'annonce américaine. Et on voit la tentative de manipulation de Donald Trump, la tentative de manipulation de l'opinion publique occidentale pour expliquer une nouvelle fois que les Européens veulent la paix tout en maintenant des conditions qui sont inacceptables pour les Russes et les Européens savent très bien que les Russes ne peuvent pas accepter. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils n'en font quasiment pas mystère et Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques heures, il y a très peu de chances que les Russes acceptent ce plan de paix, tout simplement parce que, un peu en miroir, si on peut comparer, je le disais au début de cet entretien, ce que proposent les Européens, ça reviendrait pour les Russes à proposer quasiment de prendre l'intégralité du territoire ukrainien et de ne reconnaître absolument aucune souveraineté à l'Ukraine et de dérouler des conditions qui, du point de vue ukrainien, sont inacceptables et on pourrait d'ailleurs très bien le comprendre dans ce scénario. Voilà, donc c'est à suivre dans les prochaines heures, mais on est vraiment dans un théâtre d'acteurs que les dirigeants européens aiment. On est dans la manipulation, le mensonge absolu. Et il n'est pas certain que Donald Trump, d'ailleurs, laisse tout ça se dérouler aussi librement.
On sait que personnellement, il ne souhaite pas que le plan qu'il a proposé soit largement modifié. On sait que Volodymyr Zelensky a, dans les heures qui ont suivi la publication de cette proposition d'accord, l'a tout bonnement refusé, au nom de la dignité du peuple ukrainien. Et donc en réalité, un accord est toujours possible, mais les chances que cet accord voie le jour sont quand même, au fur et à mesure que les heures passent, de plus en plus réduites.